Eh bien, bonsoir à toutes et tous. Merci d'être venus. Donc, je suis Camille et moi, je travaille à la librairie depuis 7 ans au rayon poche, tout en bas du fond de la cave. Voilà, je ne vois pas la lumière. Donc, nous sommes avec Oliver Gallmeister qui a accepté notre invitation. Enfin, je suppose qu'on vous a invité en tout cas. Oui, j'espère, sinon je sors. Mais oui. Donc, tu es fondateur et directeur des éditions Gallmeister depuis 2006. Il me semble en tout cas avoir vu cette date. Et aujourd'hui, donc, on va parler de la maison d'édition principalement et du travail éditorial. Et puis on finira par des coups de cœur, ce qui est toujours sympa de partager. Et si ça te va, on va commencer par parler un petit peu de ton parcours. Donc est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens ? J'ai grandi à Paris, je suis né en Corrèze, mais j'ai grandi à Paris. J'ai travaillé pendant 11 ans dans la comptabilité, le contrôle de gestion, la direction financière. J'ai travaillé pour Hachette, mais pas du tout les livres, la distribution de presse. Donc je ne connaissais pas du tout l'édition. Et en fait, quand j'avais 35 ans, j'avais besoin d'être nourri un peu par mon activité professionnelle qui occupait tout mon temps de cerveau disponible. Et j'ai toujours été un gros lecteur, très classique, un parcours très classique de littérature française, puis russe, puis le reste du monde. Et quand j'avais 18 ans, j'ai découvert la littérature américaine, dans laquelle je suis complètement tombé, que j'ai commencé à lire en anglais. Et j'arrête pas de faire des apartés comme ça, mais le parcours de lecteur, moi j'ai eu de la chance parce qu'il y avait des livres dans ma famille. Mes parents lisaient, mon père comme ma mère lisait. Et j'ai eu un libraire de mon enfance, monsieur Gilles Pégourier, de la librairie des Ventadours à Ussel-Corrèze, qui m'a mis mon premier polar dans les mains. Quand j'avais 12 ans, j'allais traîner dans sa librairie. C'est important, vous avez la chance d'avoir une librairie comme ça. Et c'est merveilleux parce que j'ai après eu Madame Leclerc en seconde, ma prof de français, qui m'a fait lire mon premier roman américain, Des souris des hommes de Steinbeck. Et qui était tellement passionnée qu'elle arrivait à nous passionner pour Benjamin Constant. Ou, à 15 ans, elle m'a fait lire toutes les confessions de Rousseau. Racine, maintenant, je ne pourrais plus lire des trucs comme ça. Non, mais c'est important parce que la chance qu'on a d'avoir des librairies, un réseau de librairies, d'avoir des libraires passionnés, c'est exceptionnel parce qu'en fait, les gens qui font que je suis là ce soir, c'est ces personnes-là qui ont fait de moi le lecteur que je suis devenu et donc l'éditeur. J'ai lisé des livres donc, américains en anglais qui n'étaient pas traduits. Et un soir avec des amis, on s'est dit tiens, pourquoi pas monter une maison d'édition comme ça, on pourrait faire ça le week-end, ce qui était une idée d'ivrogne et débile. Et donc eux ont débourré et pas moi. Et donc 1 an et demi après, j'ai quitté mon boulot chez Hachette et j'ai monté une maison d'édition tout seul. L'idée au départ était de réunir des choses qui moi me touchaient, c'est-à-dire que donc, je suis né en 70, donc on est façonné par la lecture de sa jeunesse. Et dans les années 80, donc quand j'étais adolescent, il y a eu plusieurs phénomènes éditoriaux qui ont contribué à faire de moi le lecteur que je suis devenu en tant que jeune adulte. Il y a eu la création de la maison Rivage. Donc on a découvert des auteurs, des romans noirs qu'on n'avait jamais lus avant. C'est les premiers livres de James Ellroy, puis un peu de temps après, Liane, et puis Thompson qui revenait devant les caméras, si j'ose dire. James Lieber, Tony Lerman, enfin. Donc ça, c'était déjà une littérature où on respirait. Il y a eu Actes Sud, qui a relancé la littérature américaine, avec des auteurs comme Paul Auster, Don DeLillo, Russell Banks. Cormac McCarthy était chez Actes Sud à ce moment-là. Et on n'avait jamais vu ça. Quand moi j'avais 18 ans, c'était Actes Sud, c'était là qu'il fallait aller. Les Américains, c'était là. Et il y a eu, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Il y a eu les éditions Bourgois, évidemment, qui ont publié les auteurs de L'École du Montana, qui n'existe pas, mais c'est là qu'on a découvert Jim Harrison, Rick Bass, Thomas McGuane. Et on n'avait jamais lu ça. Moi, j'avais 20 ans, j'avais jamais lu un auteur comme Jim Harrison, quand on a 20 ans, c'est comme Star Wars quand on en a 12, quoi. On n'a jamais vu ça. Enfin, maintenant, ils ont 3 ans qu'ils regardent Star Wars, mais... Et donc, j'étais passionné par cette littérature-là qui me permettait de lier ma passion pour les grands espaces. Quand j'étais plus jeune, je faisais de la montagne, du bateau, de la randonnée. Plus tard, je me suis mis à la pêche à la mouche, ce genre de choses. Et
et la littérature. Et en France, la littérature n'est pas un sujet... Enfin, la littérature ne s'intéresse pas à la nature. Ce n'est pas un sujet littéraire. Nos écrivains sont en général normaliens, parisiens, journalistes, éditeurs. Et franchement, ce n'est pas un sujet littéraire. Enfin, il n'y a pas d'écrivain de nature en France. Alors, vous allez me citer Giono, Pagnol un petit peu, et puis maintenant, il y a Sylvain Tesson. Mais c'est nouveau. Tesson, c'est un écrivain voyageur avant d'être un écrivain de nature. Mais ce n'était pas quelque chose qui intéressait les gens. Et alors qu'aux États-Unis, ça fait partie de leur tradition dès le départ, que ça soit James Fenimore Cooper, Thoreau, Melville, la nature, pour des tas de raisons, est présente dans leur vie, s'impose à eux, et est un sujet de leur fiction ou de leurs essais, de leurs récits, etc. Et donc, quand j'avais une vingtaine d'années qu'on lit Jim Harrison, on dit « Ah !» un type capable de faire de la grande littérature tout en parlant de choses triviales comme la chasse, la pêche, les arbres, son jardin, etc. Et pour moi, c'était voilà, le perfect match, quoi. J'étais complètement happé par ça. Et voilà, tout ça pour dire quoi? Que voilà. Et donc à 35 ans... Toutes les questions sont passées, en fait. Oui, pardon. Ouais. Non, c'est Au bon. revoir. Non, mais... Et en fait, j'ai fait comme tous les éditeurs, tous les gens que je connais qui ont fait des maisons d'édition. J'ai voulu publier des livres que je ne trouvais pas en France, que je lisais en anglais, qui n'étaient pas publiés. Et j'ai fait une étude de marché très poussée, très longue, qui consiste à dire, voilà, si moi ça me plaît, ça devrait plaire à d'autres personnes. Vas-y, fonce. Et voilà, c'est tout. Et ça a marché. Et ça a marché, enfin lentement, mais... non, mais... Donc comment ça se passe concrètement pour créer une maison d'édition? Je vais dire comment ça ça après, s'est passé mais voilà, pour alors, Gallmeister, et puis en 2007, je crois qu'il y a eu Into the Wild. Ça fait partie des événements un peu comme ça qui sont importants parce que Into the Wild était au cœur des problématiques qui sont dans les 3/4 des livres qu'on publie. La place de l'homme dans la nature, l'aventure, la fuite, la contestation, etc. Et ça a été un vrai phénomène de société. Hein. Le livre est resté en tête des meilleures ventes pendant 1 an, il y a eu le film, tout ça. Enfin bon. Et ça a changé le regard que les gens portaient sur la maison. La maison avait alors 2 ans. Et donc ça, c'était un coup de bol, l'un des premiers coups de bol. Comment ça se passe? Donc j'avais lu un certain nombre de livres. Je viens pas de ce monde-là. Hein, je suis pas un héritier. Je connaissais personne. Mon beau-père, le père de ma femme, m'a dit, je connais cette dame qui travaille dans l'édition. Va la voir de ma part. C'est Anne-Marie Métayer. Ils se connaissaient depuis 30 ans, quand ils étaient... je crois que mon beau-père travaillait dans la banque, je sais pas, bon, bref. Et, donc qui est directrice en fait des éditions Métayer, qui est une immense éditrice, une grande dame de l'édition, une grande dame tout court d'ailleurs. Et je vais la voir, bonjour madame, j'avais une petite page A4 minable, où j'avais dit voilà, je vais faire des livres qui parlent de nature. Voilà, c'était ça mon projet. Avec les 5-6 premiers livres qui sont sortis en 2006, dont Indian Creek de Pete Fromm, Le Gandiac et la Molette, 25 ans de solitude, Itinéraire d'un pêcheur à la mouche, Le petit traité de philosophie naturelle et La rivière de sang. Tous ces livres qui sont encore à notre catalogue aujourd'hui. Et je lui explique mon projet comme ça, comme je viens de vous le dire. Mais j'étais moins rodé puisque je ne l'avais pas fait. Et elle me reçoit pendant 2 heures et elle me dit « Ah oui, c'est intéressant votre projet, j'y crois ». Elle me dit alors, j'ai dit « Mais moi, comment on fait ?» Je lui pose la même question, je dis « Comment on fait pour créer une maison d'édition ?» Alors moi, je le savais faire dans mon métier, je savais créer une maison, une société, donc j'avais créé une société, Édition Gallmeister, voilà. J'avais cherché un nom malin, style Le Tripode, ou Finitude, ou Les Somnambules, je sais pas quoi, mais j'arrivais pas à trouver un nom malin. Et comme Sabine Vespizer avait osé donner un nom imprononçable à une maison d'édition, je me dis si elle peut le faire, je peux le faire aussi, c'était plus simple. Voilà. Et puis après, j'ai dit, voilà, mais je ne sais pas comment faire. Il m'a dit, bah, alors il faut négocier des contrats, il faut aller voir des agents. Des quoi? Des agents qui représentent cet auteur. Il m'a dit, appelez voir telle personne de ma part. Et puis après, bah, si vous cherchez un imprimeur, appelez telle personne de ma part. Voilà. Et puis je l'ai appelé plein de fois, Anne-Marie, je l'ai appelée tous les 15 jours. Ah oui, mais comment on fait ça? Comment est-ce qu'on rédige un contrat? C'est l'agent qui va vous l'envoyer. Très bien, voilà. Je cherchais des traducteurs. Donc j'avais juste des livres en anglais. Voilà. Je cherchais des traducteurs. Alors mon beau-frère connaissait quelqu'un qui traduisait une notice de jeu. Il disait non, moi je fais pas de livres littéraires, mais j'ai un copain qui était anormal avec moi, qui est traducteur. Il avait juste traduit une nouvelle. C'est l'un des meilleurs traducteurs de France, c'est Jacques Mayos. On a commencé à travailler ensemble. Ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble. J'avais un autre copain qui avait monté une maison de guide de voyage
un an avant moi qui me dit « Ah, je connais cette graphiste Valérie Renaud ». C'est elle qui fait tous les totems, qui a fait toute la maison. Et puis, j'avais rencontré un imprimeur. Bonjour, j'ai ce projet, voilà, j'explique ça. L'imprimeur dit bon, alors très bien, il nous faut des fichiers, il nous faut des PDF imprimeurs avec des Quark Design et tout. Je comprenais rien, je ne savais pas de quoi il parlait et tout. Mais ma graphiste, elle a dit ah oui, et elle comprenait en fait. Parce qu'un éditeur, ça c'est le métier le plus cool du monde pour ça. Il fait rien. C'est-à-dire que. Il lit des livres quand même. Non, c'est vrai. C'est-à-dire que les livres que vous lisez, c'est pas moi qui les ai traduits, c'est pas moi qui les ai relus maintenant. Enfin, je les ai relus, mais en final, je les ai pas corrigés, je les ai pas mis en forme, je les ai pas imprimés. C'est pas moi qui ai fait les maquettes, c'est pas moi qui ai fait les 4e de couverture, c'est pas moi qui les ai mis dans les librairies. C'est vrai. Donc en fait, on est éditeur 2 fois dans la vie du livre. C'est moi qui choisis d'éditer un livre, même si, par exemple, Bénédicte Adrien ou Benjamin qui sont éditeurs, ou même François Guérif, mon maître, avec lesquels je travaille, me propose des projets. Maintenant, je dis oui ou non. Et c'est pas une démocratie, il n'y a pas de comité éditorial, c'est complètement arbitraire. Et donc, en fait, on est éditeur comme vous quand vous lisez un livre. Ça, je me rappelle ça de ma vie d'avant, mais on lit un livre et à un moment, on sent qu'il nous appartient. Vous êtes dedans. C'est pour vous. Vous savez que vous allez l'aimer ou pas. Voilà. Alors, contrairement à vous, moi, quand le livre ne me plaît pas, j'arrête. Mais il faut le faire, il faut arrêter le livre. Moi, mon boulot, c'est de lire des mauvais livres. Je passe plus de temps à lire des mauvais livres que des bons livres. Je commence 10 livres, j'en finirai 2 et j'en publierai 1. Donc je commence 300, 400 livres par an. Ben, j'en finis 30, 40. Puis je relis les miens plusieurs fois, mais voilà. Donc là, on est éditeur quand on choisit. On se dit, ah, ça, je veux publier ce livre-là. Je veux me l'approprier. Il y a un côté un peu possessif, collectionneur, un peu obsessionnel. Voilà, je veux ce livre-là. Et l'autre moment où on est éditeur, c'est quand on défend les choix qu'on a faits 2 ans avant. Pourquoi est-ce que j'ai publié Lonesome Dove, Saquon Island, Monsieur Darling, Betty, tout ça. Quand on est face à un public, il va dire « Ah non, mais moi, j'aime pas ça. Puis là, il y a des fautes dans les livres, et puis la couverture, elle me plaise pas. » Voilà. Donc, on est là, aux 2 extrêmes de la vie du livre, on est là. C'est tout. Mais tout le reste, c'est une équipe de gens formidables. Là, il y a Thibaut, par exemple. C'est lui qui participe à vendre les livres aux libraires et qui fait les documents que vous voyez, qu'on présente aux lecteurs ou pas. Enfin, voilà. Il y a toute une équipe de gens autour de moi qui est formidable, qui s'est formée petit à petit. Et la seule chose qui n'a pas changé, c'est que, voilà. Alors, tout ce que je décris, enfin, voilà, une fois encore, je ne sais pas le faire. J'ai tout supervisé au début, mais maintenant, tout se passe presque sans moi. C'est bien, ça a l'air bien. Je vais peut-être changer de métier. Non, mais c'est assez cool, en fait, parce que c'est un métier... Alors, il y a 30 ans, c'était pas ça, mais maintenant, éditeur, il faut un ordinateur et un téléphone portable. Moi, pendant 4 ans, j'avais pas de bureau. Hein. Mon bureau, c'était ma voiture et le bureau de ma femme, qui était prof. Donc, voilà. Mais c'est un métier qui ne demande pas de gros investissements. Non, mais il faut du travail surtout. Toujours pareil. Voilà. Et puis, j'ai eu de la chance, ça s'est bien passé. Etc. Et pour l'anecdote, Anne-Marie m'a dit il y a 1 an et demi, Anne-Marie Métayer, que lorsque mon beau-père lui avait demandé de me recevoir, c'était pour me décourager. Il lui a dit oui, mon gendre a cette idée stupide de monter une maison d'édition, vous connaissez bien, découragez-le. Et en fait, elle m'a dit, mais en fait, je trouvais vos projets formidables, du coup, ça a été ma marraine. Elle m'a, encore maintenant, voilà, je l'ai au téléphone ce matin, elle me donne des conseils et tout. Donc, il y a quelques personnes bien dans l'édition. Ouais. Et donc moi j'ai noté les 2 premiers livres qui ont été publiés par Gallmeister, c'était L'itinéraire d'un pêcheur à la mouche et Le petit traité de philosophie naturelle. Il me semble que, en tout cas, c'est les 2 premiers d'un point de vue chronologique. Pourquoi ces choix-là? Alors, bon, je suis désolé. En fait, les 2 premiers, c'est 25 ans de solitude et Le gant avec la molette. Et ça, c'était un choix réfléchi. Ça, c'est le 3e et le 4e. Sur le site, ouais. En fait, sur les dates du site. Okay. Parce qu'en fait, le site bug. Mais en fait, c'est pour ça. Il ne faut jamais faire confiance aux éditeurs. Le premier, les 2 livres qui sont sortis en même temps, c'était un livre qui s'appelle Les étoiles, la neige, le feu. On l'avait sorti sous le titre
25 ans de solitude, qui étaient les mémoires d'un trappeur, John Haynes, qui était poète et qui enseignait la poésie 6 mois par an, et qui 6 mois par an était trappeur en Alaska, où il a laissé 2-3 femmes, hein, qui le plaquaient évidemment, parce qu'il était fou, et il chassait et il trappait, donc il tuait des animaux dont il vendait la peau. Et de l'autre côté, c'était le gang de la clé à molette d'Edouard Abbey qui raconte l'histoire de 4 personnes qui descendent le fleuve Colorado, qui sont révoltées par les dégradations que l'homme fait subir au désert. Il y a un ancien du Vietnam, alcoolique et dingue d'armes à feu. Il y a un chirurgien sexagénaire, sa maîtresse qui est une jeune femme, une féministe juive new-yorkaise qui a la moitié de son âge, Bonnie Absou qui est une légende, et puis un mormon polygame avec les oreilles décollées. Et il décide de tout faire péter, mines, ponts, voies ferrées, et donc des milices privées, la police de l'État, le FBI, ils vont tous se mettre à leur trousse dans le désert. Il va y avoir des courses-poursuites. Il n'y a pas un mort, c'est pas un livre violent du tout. C'est presque une farce, mais c'est un hymne écologiste. C'est un des premiers, c'est un des avocats de l'éco-sabotage, pas écoterrorisme, éco-sabotage. Ils n'ont jamais rien fait d'autre que de mettre du sucre dans des réservoirs de pelleteuses. Et donc il y avait un livre qui était à la fois un polar, très contestataire, contre l'ordre établi, et un livre très littéraire, très poétique, très tourné vers la nature, très contemplatif. Et c'était les deux choses, en fait, qui ont... Plein de choses ont bougé dans la maison, mais c'est une maison où on a des textes très littéraires, très contemplatifs, et des textes d'action très pulp, très noirs, même en SF maintenant, etc. Et ça correspond... Il y avait en germe tout ce que la maison allait devenir. C'était juste comme ça. Ça s'est élargi, mais parce que la littérature doit être de la littérature, mais elle doit aussi raconter des histoires, elle doit toucher les gens et les faire réfléchir sans leur prendre trop la tête. Et si elle peut les faire rire en plus, c'est bien. Voilà. Et en gros, on s'est tenu à ça, je crois. Le programme, il est là. Voilà. Petit trait des philosophies naturelles, itinéraire de pêcheur à la mouche. La pêche à la mouche, c'est mon dada, donc j'en fais un par an. Donc ça me permet de perdre de l'argent de manière certaine chaque année. Et Petit trait des philosophies naturelles, c'est un livre qui n'avait pas du tout marché à l'époque. C'est des récits de nature. C'est du vrai nature writing, ça pour le coup. Une femme, professeure de philosophie naturelle dans l'Oregon, qui part de l'observation de phénomènes naturels, une parade amoureuse d'oiseaux, et qui ramène ça à un événement personnel et qui fait le lien entre ce qu'elle voit dehors et ce qui se passe en elle. C'est magnifique, c'est dingue, ça vient de sortir là, oui, en totem. Et là, ça marche maintenant, très, mais très 15 bien. ans après, ça marche. Ouais. Ça n'a pas du tout marché oui, j'ai à été l'époque. étonnée en fait, de voir que c'était parmi les premiers publiés. Voilà. Je crois Parce qu'il qu'en fait, est il y a des passé à la grande moments- librairie aussi. François Bunel, ouais, s'en est ça a entiché et aidé ça un fait du petit bien. peu. Ouais. Et donc, alors, quand ils sont sortis, notamment le gang de la clé à molette et j'ai oublié le titre, la 25e. 25 ans de solitude. 25 ans de solitude, pardon. Est-ce qu'ils ont rapidement trouvé leur public ou est-ce que ça a été un petit démarrage tranquille? Ça a été un petit démarrage tranquille, ce qui était pas mal en fait. À la fin de l'année, on avait vendu en moyenne 2500 exemplaires de chaque livre. Ce qui était bien. Alors, à l'époque, une fois encore, j'étais tout seul. J'étais tout seul pendant 4 ans, donc j'avais pas de bureau, pas de frais, pas de rien. Et ce qui ne me permettait pas d'en vivre, mais ce qui me permettait de financer les livres d'après. Et donc, c'était bien. Voilà. Mais ce qui était intéressant, c'est que l'année d'après, les livres se sont revendus encore. Indian Creek s'est vendu à 3000 exemplaires par an. Et depuis, maintenant, on est à près de 70 000. Le gang, on est à, je pense, 50 000. Tu vois, et ça a duré. Et en fait, ça s'est installé petit à petit. La maison a commencé à avoir un petit peu de presse. Et puis voilà. Est-ce qu'il y a C'était- un livre particulièrement qui a un peu encore plus ouvert la maison, ou en tout cas révélé plus la maison au public, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de très progressif? En fait, ça se fait par marche. Une maison d'édition, c'est vraiment une maison. Il y a plein de pièces, il y a plein de gens différents dans ces pièces qui sont les auteurs. Et on essaye de créer un catalogue, un corpus
on dirait si on était à l'université, mais un catalogue, c'est comme une famille d'auteurs, de sensibilités. Et nous, ce qu'on essaie de dire aux lecteurs, de manière subliminale, c'est si vous aimez ça, vous allez aimer ça. Ou alors, on explique, attention, celui-là, il n'est peut-être pas pour vous. Si vous avez aimé 25 ans de solitude, c'est pas dit que le Zahler va vous plaire, mais voilà. Et on crée des branches, des sous-branches, comme une réunion de famille, vous savez, il y a des branches, on ne aime pas trop, mais bon. Mais finalement, tout le monde est là quand même. Et on essaie d'entretenir ça. Donc il y a des choses qu'on s'interdit. Moi, je m'interdis plein de choses. Mais j'essaie de faire évoluer la maison pour l'élargir. Et donc les livres se sont installés petit à petit, tranquillement. On n'a pas eu de succès phénoménal, mais ça s'est agrégé petit à petit. J'aime pas le mot capitalisé, entre guillemets. Les lecteurs se sont un peu multipliés. Et puis on a eu premier coup de bol, deuxième coup de bol, Second Island en 2010. Voilà. C'est un livre. J'ai embauché Marianne Lacoma à l'époque, qui était la première personne que j'ai embauchée pour s'occuper de son premier livre, c'était Second Island. Et donc les ventes moyennes étaient à l'époque de 3000 exemplaires par livre. Et là, on a fait notre premier tirage à 8000 exemplaires, qui était le plus gros tirage jamais fait en 4 ans d'existence de la maison. Et en fait, à la fin de l'année, le livre s'était vendu à 130 000 exemplaires. Il avait eu le prix Médicis. Aujourd'hui, on a vendu 300 000. C'est un livre qui s'est installé comme un classique. Et donc là, la maison, elle a franchi une marche. Et les ventes moyennes ont augmenté pour tous les autres titres. Et après, il y a eu, 8 ans après, il y a eu My Absolute Darling, qu'on a vendu à 170 000 exemplaires, maintenant à 300 000 déjà. Boum, on a franchi notre marche. Je sais pas, en fait, on a un noyau dur de lecteurs qui nous suivent depuis 15 ans, puis d'autres qui s'agrègent, et puis quand tu as un livre qui a un succès comme ça, parce qu'un best-seller en France, c'est 25 000 exemplaires. Voilà. Mais ça peut même être, on peut même avec 5 000 exemplaires faire la liste des best-sellers pendant une semaine ou deux, et puis redescendre. Mais bon, quand un livre fait 25 000, c'est déjà bien. Et quand on arrive au-delà de 100 000, surtout en littérature étrangère, ça devient un petit phénomène de société. Et donc, il y a plein de gens qui ne connaissent pas, il y a plein de gens qui ne connaissent même pas le nom de la maison, mais qui reconnaissent la maquette, qui reconnaissent le David Vann, voilà, c'est tout. Et donc, qui viennent, par curiosité, voir un peu. On fait tous ça. Moi, Sonatine, je ne savais pas ce que c'était avant. Avant d'aller dormir? Non. Le livre sans nom, pour moi, voilà. Ah oui. Et donc voilà, je ne sais pas s'il y avait une question que j'ai oubliée. Non, c'était Bon, ça. voilà. Et alors, je pense que la question... Ouais. Du coup, on peut dire qu'en fait, le type de lecteur a évolué. Parce que moi, je me souviens quand j'ai commencé... Alors, je ne sais plus quand a été créée l'édition de poche. 2010. 2010. Il y en avait pas... Enfin, moi, quand je suis arrivée en librairie, c'est une maison d'édition que je connaissais pas, en fait. Ce qui est logique. Et j'ai l'impression qu'au fur et à mesure des années, il y avait de plus en plus de personnes qui connaissaient, mais les profils étaient de plus en plus variés. Au début, c'était beaucoup des hommes, et maintenant, je vois des femmes qui ont 70 ans qui me parlent de My Absolute Darling. Donc, c'est quand même assez étonnant. Alors, on n'a pas la main sur nos lecteurs. On ne choisit pas nos lecteurs, on ne les connaît pas, on les voit comme ça, sporadiquement, mais nous, on travaille avec les libraires. Donc, on a un ressenti de ce que disent les libraires. Mais ce n'est pas notre propos. On ne fait jamais des livres en fonction des lecteurs qu'on fantasme ou qu'on cherche à conquérir, reconquérir. C'est pas, si on fait ça, on n'est pas éditeur. Donc, ce n'est pas vraiment le truc. Mais il y a une explication rationnelle qu'on construit un peu sérieux, c'est qu'en fait, pendant 3 ans, les 9 livres sur 10 qu'on faisait étaient des récits ou des essais, des livres de non-fiction. Et que maintenant, c'est à 99% de la fiction. Et que, et ça, vous le savez, les lecteurs de fiction sont à 80% des femmes. Et les lecteurs de non-fiction, vous ne le savez pas? Ouais, c'est bizarre, hein? Et les lecteurs de non-fiction sont à 80% des hommes. D'accord, donc Non, ça c'est des vrais chiffres, c'est pas du vent. Bah regardez, hein. Heureusement, il y a Alex qui voilà. rattrape. Merci Alex. Non, mais, et moi, j'ai plein de copains qui lisent des essais, des bouquins d'histoire, des trucs politiques. Et je parle littérature avec mes copines.
Non, mais c'est vrai, hein. Enfin, je sais pas comment c'est chez vous, mais dans les rencontres littéraires, il y a essentiellement des femmes. Donc, le côté littérature macho, littérature de mec, etc., c'est pas vrai. C'est ça, parce que ouais, tu fais littérature macho, mais c'est pas vrai du tout. Non, c'est ce que tu disais tout à l'heure, parce qu'on discutait notamment de Lonesome Dove et de McMurtry, du fait que finalement, les héros de Lonesome Dove, c'était les femmes. Ouais, exactement. C'est un livre sur les femmes, comme tout ce que fait McMurtry, de toute façon. Donc voilà. Enfin bon, une fois encore, moi, je n'analyse pas ça. J'analyse pas vraiment les livres et les raisons pour lesquelles je les fais, mais ça, c'est un vrai chiffre, pour le coup. Et alors, comment ça pourquoi tu as décidé de créer une collection de poches? À quel moment tu as décidé? Qu'est-ce qui t'a fait te dire que ça pouvait être intéressant? Quand j'en ai parlé à mon diffuseur, il m'a dit Oliver, c'est un suicide, vous allez couler votre maison. Donc il faut savoir écouter les conseils, mais pas tous. Et je pressentais qu'il fallait garder son indépendance. Maintenant, j'en suis convaincu, mais le premier conseil que je donne à des jeunes éditeurs, c'est surtout de garder vos droits poche. Conseil que m'a donné Antoine Gallimard, la première fois où je l'ai vu. Il m'a dit gardez vos droits poche. Mais ne le dites pas à Yvon Girard, qui dirigeait Folio à l'époque. Parce qu'en fait, et si on regarde l'histoire de l'édition, il n'y a pas une maison d'édition. Il y en a une. Mais il n'y a pas une maison d'édition qui a gardé son indépendance si elle n'avait pas sa collection de poches. Exemple. Lorsque on a publié Le Gang de la Clamolette, le livre est sorti en janvier 2006, au mois de mai 2006, j'avais été contacté par 10-18 Folio, le livre de poche, Pocket et Rivage. Et on avait vendu 2500 exemplaires du livre à peu près, 2000 exemplaires du livre à l'époque. Maintenant, on en a vendu 50 000. Bon, déjà, financièrement, ça n'aurait pas été du tout la même chose. Et Édouard Abi ne serait plus un auteur Gallmeister, ça serait un auteur Pocket ou Rivage. Parce que le livre, il vit en poche, il ne vit pas en grand format. Un grand format reste sur les tables. Tout ça, je ne le savais pas, je l'ai compris après, parce que je suis lent. Mais un livre en grand format, s'il reste 1 an sur les tables, c'est un best-seller. Un Lemaître, mais voilà. Mais sinon, un livre reste quelques mois sur les tables. Par contre, si le livre... sur les tables. Quand il est là, c'est vrai. Et par contre, après, le premier roman de Joël Dicker, L'affaire avec Hébert, vous l'achetez en poche. Il y a très peu de gens qui vont l'acheter. C'est marginal, vraiment. Moi, j'aime pas trop les poches, pour être franc, mais on les trouve même pas. Et voilà. Et donc, si on veut faire exister son catalogue, comme je l'ai dit, créer un catalogue, créer un corpus, créer une famille, créer un lectorat fidèle, il faut que les gens trouvent ce livre-là, cet auteur, chez vous, pas ailleurs. Moi, je garde les gens dans ma cuisine, je suis comme un restaurateur. Vous rentrez chez moi, puis vous prendrez un petit dessert, bon allez, un petit Dijon, voilà. Et du coup, à la fin de la soirée, on est là tous ensemble. Et c'est ça, la collection de poche, c'est ça, c'est la garantie de l'indépendance d'une maison. Et c'est un outil exceptionnel pour faire de nouvelles rencontres. Par exemple, Larry McMurtry, Lonesome Dove, avait déjà été publié en grand format, 20 ans avant que je ne le ressorte, par une maison d'édition qui s'appelle First. Mais je ne pouvais pas publier ça en grand format, parce que le grand format, c'est le format de la découverte. Les libraires, si on vous met trop de reprises en grand format dans les mains, vous les connaissez déjà, donc vous n'allez pas les lire, vous n'allez pas les mettre sur les tables, parce qu'en général, les gens, quand ils vont dans une librairie, ils veulent découvrir des nouvelles choses. Par contre, quand ils vont dans le poche, ils veulent découvrir quelque chose, je me mets à votre place, ou en tout cas dans la mienne d'avant, qui connaissent un peu sans connaître. Ah, j'ai lu le premier roman de Joël Dicker, mais je n'ai pas lu le deuxième. Voilà. On crée des affinités électives tout le temps. Et le poche permet ça, permet de prendre des risques sur des classiques. Je ne vais pas republier Walden en grand format. Ça n'a pas de sens économique, c'est sûr. Alors, en poche, encore moins. Mais en fait, ça crée cette espèce de corpus. Voilà. Ça s'appelle une ligne éditoriale. Au sujet de la ligne éditoriale, d'ailleurs, est-ce qu'on peut parler des grands thèmes de Gallmeister? Parce que à la base, il y avait
C'était vraiment, enfin, pour moi, le nature writing. Et peut-être aussi le côté polar. Et ensuite, ça s'est quand même beaucoup élargi, mais on retrouve quand même des thématiques Oui. communes dans pas mal de titres. Alors, le mot thème, je n'emploie pas trop parce qu'en fait, si on parlait de thème, ça sous-entendrait, à mon sens, qu'on a un projet de porter un certain sens. Tu vois, de dire on va faire des livres sur le féminisme, des livres sur les westerns, des livres. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est une sensibilité. Il y a toujours une sensibilité à l'espace. Il y a un écrivain américain qui s'appelle Dora Wolty qui disait on est toujours de deux endroits, l'endroit où on vit et l'endroit d'où on vient. Et ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Moi, j'adore l'écriture du terroir. Alors en France, on méprise les écrivains du terroir, mais Jim Harrison, aux États-Unis, c'est un écrivain du terroir. Hein, c'est des gens qui écrivent sur ce qu'ils connaissent. Mais comme c'est américain, ça devient chic. Donc on les lit. Mais voilà. Donc le sens du lieu, le sens de l'endroit d'où on vient, où on va, où on veut aller, une aspiration. Il y a toujours une vision tragique de l'humanité qui se décline du roman noir au drame psychologique comme Second Island ou My Absolute Darling, mais au roman franchement policier, très violent, à la Craig Zahler. Il y a toujours une vision contestataire, mais ça va sans dire puisque toute littérature est contestataire, sinon c'est pas la littérature. Ouais. Même si c'est très doux, hein. Ça peut être Julia Glass par exemple. Elle ne va pas mettre des pavés dans les vitrines, mais elle fait passer des messages sur la place des femmes dans la société, sur l'homosexualité, sur la maladie, sur le couple. Voilà. Et toute littérature est porteuse de sens. Pas moi, les livres que je publie. Et donc, cette sensibilité. Voilà. Et ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut raconter des histoires. Moi, je veux lire comme quand j'avais 12 ans. Voilà. Je veux. Moi, mon livre préféré, c'est. Bon, il y a La Recherche, mais il y a L'île au trésor. Moi, j'adore ces livres-là. Tom Sawyer, enfin. Grand roman Je, d'aventure, voilà, mais nature. ouais, c'est ça. Je veux de l'aventure, je veux de l'action, je veux des émotions grandioses, je veux ça. Donc, on ne fait pas littérature cérébrale, on ne fait pas de postmodernisme qui m'emmerde. On ne fait pas littérature à thèse. On veut simplement raconter l'histoire. Moi, mon travail, c'est dire Camille, viens, on va s'asseoir au coin du feu ensemble. Et Pete Fromm va nous raconter une histoire. Voilà. C'est ça mon travail. Ok, d'accord. Alors on va passer un peu à une autre thématique, c'est plutôt autour du travail d'édition. Qui compose l'équipe de Gallmeister? Combien vous êtes? Quel est le rôle de chacun? Enfin, il y a un noyau en fait. Alors on va dire 15. Il y a, en tant qu'éditeur, il y a François Guérif, Benjamin Guérif. Alors, François Guérif, c'est lui qui a créé et dirigé Rivage Noir, et qui est mon maître en édition. C'est lui qui m'a fait découvrir plein de trucs, c'est lui qui m'a fait découvrir le western, c'est lui qui m'a fait lire mes premiers westerns. Et donc, c'était un confrère, concurrent, et puis on est devenus amis, et puis quand il a quitté Rivage, il est venu travailler avec moi. Benjamin Guérif s'occupe essentiellement des totems, et Bénédicte Adrien, qu'on ne connaît pas encore, puisqu'elle va lancer la littérature étrangère. Donc elle travaille depuis 9 mois avec nous, et elle va faire du Gallmeister dans d'autres pays. Donc là, elle a déjà acquis des auteurs allemands, italiens, danois, anglais. Voilà. Pas de français? Non, pas encore, non, on n'est pas prêt là. Non. Et voilà, ça fait, avec moi, ça fait 4 éditeurs. Il y a 2 directrices artistiques, Valérie Renaud qui fait les totems et qui a fait toute la maison, c'est elle qui a fait cette carte par exemple. Et depuis peu, il y a Aurélie Bert qui fait maintenant tous les grands formats avec les nouvelles maquettes qu'on a mises en place. Ça fait 6. On a une équipe commerciale très forte, vraiment très forte, avec Catherine Loprette qui est directrice commerciale, Thibaut Gendreau qui est là. Il est hyper fort. Marie Moscoso, Clotilde qui fait la communication, qui s'occupe des réseaux sociaux. Marie et Thibaut sont chargés des relations avec les libraires, entre autres, parce qu'ils font plein d'autres choses. Mais c'est eux qui organisent ce genre de rencontres avec vous. Voilà.
Et c'est eux qui nous aident, nous les éditeurs, à garder les pieds ancrés dans le réel. Parce qu'en fait, la nature première d'un éditeur, c'est de se mettre dans une cave avec des bouquins et de ne pas sortir de sa cave. Et c'est pas bien, en fait. Nous, on doit pas faire des livres pour plaire aux gens, mais on doit savoir un peu ce qui se passe dans la vraie vie. La vraie vie, c'est dans les librairies, c'est pas dans les maisons d'édition. Voilà, il y a une attachée de presse, Olivia Castillon, et 4 éditrices externes qui, en fait, qui font des révisions. C'est-à-dire que toutes les traductions qu'on reçoit, on a des traducteurs sublimes, mais il y a toujours quelqu'un qui a pour mission de comparer VO, VF et d'échanger avec le traducteur pour que la traduction soit vraiment validée phrase à phrase. Parfois il y a beaucoup de corrections, parfois il y en a peu, mais c'est notre gage qualité. Ça c'est très très important. C'est 4 personnes à mi-temps, hein. Mais voilà. Et je crois qu'on y est. Voilà. Donc ça fait... L'idée c'est qu'on est à moitié éditeur et à moitié commerçant. Enfin, un éditeur est un commerçant, hein, à 100%. Mais l'équipe éditoriale qui fabrique, il y a Ekaterina Kujetchova qui s'occupe de la fabrication et des droits. Voilà, fabriquer c'est important. Donc on est 7 à, on va dire, à choisir, sélectionner, mettre en forme les livres jusqu'à l'impression. Et on est 7 derrière à les accompagner jusqu'à la vente, les festivals, les rencontres en médiathèque, en bibliothèque, la communication, tout ça. C'est important parce que c'est important. Hein. Il y a un éditeur snob dont je tairai le nom qui disait moi mon travail c'est de faire des livres, c'est pas de les vendre. Ce qui est une forme de mépris pour les gens qui vendent des livres et les gens qui les achètent by the way. Mais moi mon travail c'est de vendre des livres. Hein. C'est de faire des livres qui me plaisent et de faire en sorte qu'ils vous plaisent. C'est important parce que c'est une vision non verticale de l'édition. C'est fondamental, ça structure toute la manière dont on travaille avec vous, avec tout le monde. L'édition par nature est verticale et moi j'aime pas ça du tout. Ça me paraît pas une bonne version, enfin une bonne vision de la littérature. Je sais pas si ça a du sens, enfin moi c'est très clair dans ma tête, mais voilà. Et alors comment ça se passe concrètement ? Tu lis un livre en anglais, il te plaît, tu te dis ça y est, je vais l'éditer, ou est-ce qu'il y a d'autres personnes ? Oui, c'est ça, c'est à toi que revient cette décision. On reçoit des manuscrits, à peu près pour les Américains, 500 par an. Voilà. Les manuscrits nous sont envoyés par des... Alors, aux États-Unis, quand on veut publier un livre, un auteur n'envoie pas un livre à une maison d'édition. Il envoie un livre à un agent qui va accepter de le représenter et qui, lui, ira voir son réseau d'éditeurs en disant voilà, j'ai un jeune auteur, un jeune client, il a fait ça, voilà, est-ce que tu veux publier ça ? Sachant que l'agent travaille avec l'auteur pour réécrire, vire ce personnage, c'est trop long, là, voilà. Donc ces agents-là sont représentés par des agents en France qui nous connaissent. Donc c'est des centaines de personnes qui sont représentées par une dizaine de personnes. Et cette dizaine de personnes, c'est qui à Paris ou ailleurs, mais qui en France s'intéresse à la littérature américaine. On est une quinzaine. Tout le monde en fait en fait. Mais selon la sensibilité qu'on a, je suis toujours en concurrence avec les mêmes personnes. Donc ces agents-là nous envoient des livres, les éditeurs américains nous envoient des livres, les auteurs nous envoient des livres, des copains à eux, ou on a même des auteurs qui n'ont pas d'agent, qui ne sont pas publiés aux États-Unis. Et qui envoient directement Ouais, que je connais maintenant. Benjamin Whitmer, Todd Robinson, Jack Kingston. Ces auteurs qui ont eu je suis tombé dessus par hasard, et puis maintenant en France, la France les fait vivre. Et ils ont quand même été publiés ensuite en anglais ou... Ah oui, non. D'accord. Parfois, mais parfois non. Par exemple, le dernier roman de Benjamin Whitmer, qu'on a vendu à près de 30 000 exemplaires en France, n'est pas sorti aux États-Unis, ce qui est monstrueux. Voilà. Et ce qui montre deux choses. Un, qu'en France, on a un écosystème remarquable pour le livre. On a une clé de voûte qui est le prix unique du livre, qui fait qu'un livre est au même prix ici que dans un supermarché. Donc aucun intérêt d'aller dans un supermarché. Ça veut dire que les libraires peuvent lire des livres de petites maisons d'édition qu'elles vont soutenir, ils ou elles vont soutenir, et qui vont créer de la diversité éditoriale qui font qu'il y aura beaucoup plus de choix pour vous dans une librairie comme celle-ci que pour un Américain dans une librairie qui fera 3 fois cette taille-là.
Parce qu'aux États-Unis, c'est pas du tout comme ça. Donc voilà. Aux États-Unis, Amazon représente 40% des ventes de livres, 4% en France. Voilà. 50% si on compte le numérique. Donc c'est un marché qui est mort. Donc, et eux, pour le coup, ils font de l'édition tournée vers les consommateurs. Un roman sur 5 vendu aux États-Unis est écrit par James Patterson et sa Factory. Un roman sur 5. Donc c'est horrible, c'est horrible. Donc des auteurs comme Benjamin Whitmer, Todd Robinson, Pete Fromm ne sont pas publiés. Pete Fromm, c'est le succès qu'il a eu en France qui lui a permis de trouver un agent, qui lui a permis d'être republié aux États-Unis. David Vann vend 10 fois plus de livres en France qu'il n'en vend aux États-Unis, 10 fois plus. My Absolute Darling a été un énorme succès aux États-Unis, mais on a fait 2 fois plus en France. Parce qu'on a ça, on a ce réseau de librairies. Il y a 4500 points de vente de livres en France, il y en a 1500 aux États-Unis. On a des bibliothèques dans toutes les villes. Non mais là-bas, c'est pas le cas, c'est privé. Il y a pas de... On a un ministère de la Culture, ça n'existe pas là-bas. C'est fou, enfin. On passe un bac français, ça n'existe pas, ça n'a pas d'équivalent là-bas. Et donc, en fait, le livre fait partie de notre identité nationale. Alors ça sonne mal, j'aurais pas dû dire identité nationale, mais de notre identité. Et c'est incroyable. Et avec ce qui s'est passé là, c'est une chance pour nous, parce qu'il y a 2 effets. Je suis lancé, je me lance, on répondra après, mais il y a 2 effets positifs, c'est qu'on a passé un peu de temps en librairie avec Thibault là, ces derniers jours. Ce que nous disent les libraires, c'est qu'on voit que les gens ont passé beaucoup de temps sur Netflix, leurs ordinateurs, devant Zoom, Skype, etc., mais que rien remplace l'humain. Et c'est pas en achetant un livre sur Amazon que vous allez avoir de l'humain, c'est en allant voir des libraires. Et ça, je pense qu'on s'en est rendu compte de manière un peu instinctive. Et 2, c'est qu'on a passé du temps devant Netflix, Amazon, etc., enfin les écrans, mais on en a marre des écrans. Rien en place d'avoir un livre dans les mains, d'avoir un objet sensuel avec du papier, un truc qui sent, qui est fragile, qui peut s'abîmer, tout ça. Et ça, c'est démentiel. Moi, j'ai toujours dit que le livre avait de l'avenir, mais là, j'en suis de plus en plus persuadé. C'est paradoxal, mais j'en suis intimement persuadé. Je pense que cette situation aura été une chance pour nous. De toute façon, on voit, il y a beaucoup de monde. Depuis la fin du confinement, ça n'arrête pas en fait, ce qui est très chouette. C'est bien. C'est incroyable. Il y avait une question. J'ai encore oublié la question. Non, mais je pense qu'elle a été répondue. Je ne sais plus non plus. Nous arrivons bientôt à la fin. Donc voilà les questions subsidiaires. On va parler des titres qui vont paraître en poche, parce que c'est mon rayon. Alors quels titres forts vont sortir en poche, ou quel titre tu as envie de mettre en avant? Et après on parlera des autres, des grands, dont un notamment. Je vais demander à Thibault. Je peux parler des titres que j'aime vraiment, ou je dois parler des titres que je dois vendre? Non, il y a... Vont sortir Les 4 filles du Dr March, dans une nouvelle traduction. Parce que j'adore les classiques. Chez les adultes, parce que tout le monde vient demander aux poches les 4 filles du Dr March et on les renvoie. Ils sortent directement dans en poche. Jeunesse. Ouais, mais alors ça c'est absurde, ça c'est pareil. Il faut arrêter ça. C'est les Français qui ont... moi j'ai lu quand j'avais, je sais pas, une douzaine d'années, même non avant, il y avait la Bibliothèque verte. Donc on a tous lu James Fenimore Cooper, publié chez nous. Le Grizzly de Curwood, qui sort l'année prochaine. Les 4 filles du Dr March, dans une version, jamais des versions intégrales, hein. Toujours des versions coupées sans que ça soit marqué nulle part. L'île au trésor, Dr Jekyll et Mr Hyde, Conan Doyle, ça. C'est pas la littérature jeunesse, c'est absurde. C'est absurde, de même que Harry Potter, on peut le lire tôt. Mais ça, moi je l'ai lu Harry Potter et j'adore. Je pense que c'est un des plus grands livres du siècle, donc c'est absurde de séparer ça. Je suis un contempteur de la littérature jeunesse, vraiment. Ça voudrait dire qu'on écrit différemment pour des enfants, enfin des jeunes. Ça veut dire qu'on tire les gens vers le bas, ça veut dire toi tu as 12 ans, donc je ne vais pas employer un mot complexe, on va dire un mot compliqué pour toi. Non, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. C'est comme les parents qui disent à leurs enfants, regarde la meumeux dans le pré, tu vois. Non, tu vois, dans le pré-pré. Ouais, non mais c'est infantilisant et ça participe de cette vision de la littérature qui est, je veux dire, Stevenson, Cooper, voilà, Louisa May Alcott font partie des grands écrivains américains. Il n'y a qu'en France, Mark Twain. Mark Twain, c'est un écrivain adulte, c'est le Victor Hugo des Américains.
Ça s'étudie à l'université. C'est pas un auteur de jeunesse. Tom Sawyer et Huck Finn, ça en dit plus sur la société américaine que bien des romans adultes publiés depuis. Donc voilà. Et nous, ce qu'on aime bien faire, c'est justement casser. On n'a plus de collection noire, on n'a plus de collection. On a des grands formats. La collection va s'appeler Fiction maintenant, puisqu'on va faire la littérature étrangère hors Amérique. Maintenant, elle s'appelle Americana. Oui. Elle va être rebaptisée Fiction. Voilà, tout simplement. Sobre et efficace. Sobre et efficace. Et on a totem pour les poches. Et dans les totems, on va faire un livre de science-fiction l'année prochaine, de Walter Tevis. Il y a des romans noirs, il y a des romans policiers, il y a des drames psychologiques, il y a des histoires familiales, il y a des essais comme Kathleen Dean Moore, voilà. Et il y a des classiques. Il y a de la jeunesse, ouais. Par exemple, il y a un livre que j'adore qui s'appelle « Béni sur les enfants et les bêtes » de Glendon Swarthout, qui est un de mes livres préférés de mon catalogue, qui n'a pas du tout marché. Alors vraiment, donc personne ne le connaît, mais... On l'a. Et ben c'est un livre qui était sorti en 1974 chez Stock dans une collection jeunesse. Voilà. Et qui est un livre formidable qui raconte l'histoire de 6 adolescents qui sont dans un camp d'été. On est au début des années 70. Et ils ont entre 14 et 8 ans. C'est l'équipe des bras cassés. Les enfants ont été classés par groupe de niveau d'activité sportive. Vous savez comment ils font les Américains. Et eux, ils font pipi au lit, ils ne sont pas costauds et tout le monde se paye leur tête. Ils en ont marre d'être un peu les nuls du camp. Et ils disent, ce soir, on va faire le mur et on va faire quelque chose qui va nous rendre notre dignité. Ça fait 180 pages. Et si vous ne pleurez pas à la fin, c'est que vous n'avez pas de cœur. Non, franchement, c'est un de mes livres préférés, mais bon, il est sorti il y a 5 ans. Donc, qu'est-ce qui sort là? Les 4 filles du Dr March. C'est bien. Là, on a Autant n'emporte le vent, qui est dans une nouvelle traduction, pour la première depuis 80 ans quand même, et qui est largement au-dessus. Voilà. Ça, c'était une découverte, vraiment. Donc, on a fait la sudiste et la nordiste. J'ai un client qui est venu cet après-midi qui m'a dit « Ah oui, je l'avais acheté parce que ma femme m'avait demandé. » Et puis, par curiosité, je l'ai lu parce que je me suis dit « Bon, ça va pas trop être mon truc. » Et en fait, évidemment, il a été complètement on est tous comme embarqué. Ça, hein. Mais alors, petit aparté avant de répondre à ta question. Autant n'emporte le vent, c'est un livre dont moi-même, j'avais une image un peu girly populaire. Et en fait, quand on lit, c'est pas du tout ça. Et je pense que s'il a cette image-là, c'est parce que c'est un livre écrit par une femme à une époque où les femmes, en France, n'avaient pas le droit de vote, mais n'avaient pas le droit de citer dans le monde des lettres, même aux États-Unis. Et quand on le revoit maintenant avec 80 ans de recul, on s'aperçoit que c'est un grand classique américain. Faulkner, qui n'avait pas eu le Pulitzer avec Absalom, qui est mon livre préféré de Faulkner, la même année, quand on lui a demandé s'il avait lu Autant n'emporte le vent, il dit « Non, je ne lis pas littérature de tampon. » Voilà. Non, mais c'est vrai, hein, c'est Faulkner. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à la rentrée, Thibaut? Je ne sais plus. Non, ça, c'est dans les poches. Mais on va parler de Betty, ouais. Et non, mais dans les poches, je vais trouver un autre poche. C'est pas grave. Ah oui, Chris Offutt, magnifique. Chris Offutt, auteur qui était publié dans La Noire chez Gallimard il y a 20 ans. Et là, c'est l'histoire de Tucker, un jeune garçon qui a 18 ans, qui rentre de la guerre de Corée, qui rencontre Cora, qui a 15 ans. Ils se marient, ils ont 5 enfants, ils s'aiment, ils sont fous de leurs enfants. Et puis quelqu'un va vouloir prendre ses enfants, les services sociaux vont vouloir prendre les enfants de Tucker. Puis ça devient un roman noir. Et comment il s'appelle? Chris Offutt, Nuit à Appalaches. Nuit à Appalaches. Très bien. Alors pourquoi j'ai toujours du mal à répondre à ces questions-là? Parce qu'en fait, les livres qui sortent en septembre, moi je les ai lus il y a 6 mois, je suis en train de lire des livres qui vont sortir en 2021, 2022. Donc je ne sais jamais vraiment ce qui sort là. Voilà. C'est pour ça que Thibaut est ma béquille. Et donc la rentrée littéraire, notamment, ça je vous en parler pendant 2 heures. Très beau livre apparemment que je n'ai pas lu, donc voilà. Mais j'ai au moins 3, je pense que vous êtes au moins 3 ou 4 à l'avoir déjà lu. C'est Betty. Ouais, on a un livre incroyable. Et j'aime pas faire ça d'habitude, j'aime pas vendre mes livres parce que bon, Thibaut le fait beaucoup mieux que moi, mais c'est quand même important. Betty, c'est un livre que j'ai lu il y a 9 mois. Et c'est ça. Merci. Et ça, c'est des épreuves moches, mais ça sera cette couverture-là. Et c'est un livre qui est bouleversant, qui m'a complètement obsédé. On va le sortir là, le 20 août, en même temps que les États-Unis. Enfin, il sort partout dans le monde en même temps. C'est un livre sur lequel l'auteur a apporté les dernières corrections il y a 4 semaines. C'était un enfer à traduire. C'est l'histoire de Betty
qui a 7 ans lorsqu'on fait sa connaissance. C'est la 6e de 8 enfants. Elle est née dans une baignoire. On est dans l'Amérique des années 50. Son père est Cherokee et sa mère est blanche. Et Betty grandit bercée par les histoires que lui raconte son père, des histoires un peu magiques, des mélanges de légendes indiennes, de mysticisme, d'histoires locales. Et son père est adorable. Il adore ses enfants, elle adore son père. Et puis petit à petit, Betty va découvrir des choses qui se passent dans sa famille, des histoires de famille. Et elle va être en proie au racisme. L'Amérique des années 50, c'est encore pire que l'Amérique d'aujourd'hui. Et ça va être horrible pour elle et elle va trouver comme seul moyen pour supporter ça, d'écrire ce qu'elle vit. Et elle va écrire ça, elle va mettre les pages qu'elle aura remplies de son écriture dans des bocaux en verre qu'elle va enterrer dans son jardin. Et donc à chaque fois qu'il se passe quelque chose, à chaque chapitre, Betty va enterrer quelque chose dans son jardin. Et c'est un livre qui est incroyable parce qu'il est très simple, l'écriture est très simple. Et elle est complètement envoûtante. C'est une lame de fond, ça vous embarque. Et c'est beau à pleurer. Chaque phrase est belle à pleurer. C'est un livre que j'ai lu 3 fois, que j'ai lu avec un crayon en prenant des notes. Je note citation, page 47, page 49, page 53, tout le chapitre 14. Et page 307. Non, mais Et page il y a 307. Et page 307, mais je ne vais pas lire parce que je ne sais pas lire à l'oral, enfin comme ça bien, mais elle fait un portrait, enfin il y a tout. Alors c'est un livre où il y a du mysticisme partout, c'est un livre sur la tolérance, sur l'amour, c'est pas la page 307, c'est la page 312, je ne sais plus, Pardon. tant pis. C'est ce qu'on m'a dit. Non, c'est pas celle-là, tu trouveras. Et c'est un livre complet, c'est le seul livre auquel ça me fait penser vraiment, c'est Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. C'est un livre comme ça. C'est-à-dire qu'elle invente un monde, tous les personnages secondaires, un chien, elle vous le rend intéressant parce qu'elle va le regarder et on va vivre tout le livre à travers les yeux de Betty qui a 7 ans au début du livre, 19 à la fin. Donc on va voir cette petite fille devenir une jeune fille, puis une jeune femme. Et on va la voir devenir femme dans un monde d'hommes, brutalisé par les hommes. Et c'est un livre d'espoir, c'est un livre complètement lumineux, c'est un livre incroyable. Et franchement, c'est du niveau Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Je le sens, je le sais, quoi. Je n'ai aucun doute. C'est le plus gros tirage que la maison d'édition a jamais fait. On l'a envoyé aux libraires, vous savez, on envoie des livres aux libraires 2-3 mois avant que les livres sortent, en septembre, pour qu'ils aient le temps de le lire pendant l'été pour vous en parler. Et on a reçu des dizaines de réactions, on reçoit des mails d'amour de libraires. C'est incroyable et les libraires, c'est les meilleurs lecteurs qu'on puisse avoir. Et c'est eux qui font le succès d'un livre. Et là, on sent qu'il se passe un truc. Et c'est complètement dingue. Enfin, je peux pas... Non, mais je vais pas le lire. Mais... C'est qui l'auteur? Elle s'appelle Tiffany McDaniel. Elle a 35 ans. Elle a commencé à écrire ce livre quand elle avait 17 ans, le jour où elle a découvert des secrets de famille, concernant sa mère qui s'appelle Betty, qui est inspirée d'une histoire vraie. Et elle a commencé à écrire cette histoire et ça l'a complètement obsédée. Elle a cherché à être publiée, elle a trouvé des agents, ça prenait du temps, ça ne marchait pas. On était donc en 2002. Hein. Et donc en 2002, lorsqu'on voulait parler de femmes abusées par les hommes, le monde de l'édition vous disait non, c'est pas très intéressant, puis franchement, c'est pas vraiment un sujet, quoi. En 2017, c'est plus la même chose. Et en fait, à l'époque, on a dit non, ça serait bien ce livre, mais avec un petit garçon à la place. Et Betty, elle grandit avec ses 3 sœurs, ses frères. Voilà. Donc, et voilà. Et donc, le livre est sorti. Enfin, il n'est pas sorti. Il a été trouvé elle a été repérée par un éditeur chez Knopf. Knopf, c'est la plus belle maison d'édition américaine. Celle qui a le plus de prix Nobel, de Pulitzer, qui est vraiment magnifique. En 2013. Le livre sort en 2020. Voilà. Moi, j'ai lu sa première version en 2009, il y a 9 mois. Depuis, elle a rajouté 12 pages. Et si on ne l'arrêtait pas, je pense qu'elle écrirait encore le livre. C'est incroyable. Et c'est un livre, franchement,
on le finit, on regrette de l'avoir lu et on veut le relire tout de suite. Je ne sais pas comment expliquer ça. Et il y a des livres, on en sort grandi. Enfin, L'Oiseau moqueur m'a fait ça, parce que moi je l'ai lu un peu tard. Non mais, la première phrase, c'est « Devenir femme, c'est affronter le couteau. C'est apprendre à supporter le tranchant de la lame et les blessures. Apprendre à saigner. » Paragraphe suivant, « Je me souviens de l'amour incandescent et de la dévotion, autant que de la violence. » Il n'y a que des phrases comme ça, c'est dingue. Enfin, au hasard, non mais... Voilà. C'est drôle, c'est triste, ça vous pleurez, enfin, c'est incroyable. Non, voilà. Donc, toi, si tu lis pas, c'est une faute professionnelle. Si, J'en ai déjà parlé. Mais il n'y en a pas assez de services de presse. Voilà. Bah, prends-le. Bah non, c'est celui de Thibaut. Non, mais Thibaut, il l'a déjà lu, c'est bon. Ouais. Je peux le prendre? C'est vrai? Ouais. Ah, merci. Et c'est... Non, et en fait, quand on est éditeur, c'est ça qu'on cherche. C'est-à-dire j'aime tous les livres que je fais, vraiment. Mais de temps à autre, on tombe sur quelqu'un qui est pas de notre planète. Voilà. David Vann, Gabriel Talent, Benjamin Whitmer, Tiffany McDaniel. On a des bons écrivains, des bons auteurs, et parfois on tombe sur des gens comme ça, qui sont des ovnis. Et là, moi, je suis à genoux devant ce livre, vraiment. Je peux arrêter ma maison demain, j'ai réussi ma vie. Non, mais c'est vrai, c'est ce que j'ai dit. Thibaut, je vous l'ai dit, tu vas voir, dans 30 ans, tu diras à tes petits-enfants, on a participé à ça. Nous, on sera morts, on s'en fout, mais... Non, mais c'est ça qui est dément. On sent, vous savez, quand vous lisez, je sais pas moi, Les Misérables, Les Frères Karamazov, vous êtes dedans, là. Bah, vous voyez, on ne peut pas être insensible à ça. Et là, voilà. Donc ça arrive très rarement, et ça, c'est encore un coup de bol. Donc après, on fait ce qu'il faut pour que ça marche, mais c'est un coup de bol de tomber sur ce livre-là. Voilà. Vous la ferez venir en France? Bah alors, elle devait venir en juin et pour parler à la presse, et on voulait la faire venir en septembre, mais les Américains, ils ne voyagent pas là. Donc dès qu'on peut, moi je voulais aller la voir, là cet été, je n'ai pas pu. Les Américains, alors eux, ils sont vraiment pas en forme. Donc, mais dès qu'on peut, on la fera venir. Et puis elle a un autre roman derrière. C'est dingue. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Autopsie Bliss, qui est procureur et qui vient de perdre une affaire et qui s'interroge sur le mal. Et du coup, il passe une annonce dans le journal, il dit « Est-ce que, si le diable existe, qu'il vienne sonner à ma porte ?» Et le lendemain, il y a un jeune garçon noir de 14 ans qui débarque dans une petite ville de l'Ohio qui est la même que la ville imaginaire dans laquelle se passe Betty. Et les deux personnages dont je viens de vous parler apparaissent dans les dernières pages de Betty. C'est dingue. C'est dingue. Non, mais c'est dingue. Enfin, franchement, j'ai pas les mots pour ça. Je pense que ça nous a tous donné envie. Non, mais Parfois, quand on n'a pas de mots, c'est d'habitude, c'est toujours, si vous aimez pas, vous nous écrivez et j'en tiendrai pas compte. Mais là, je sais que vous aimerez. Donc, même ma femme, qui est très très difficile à aimer, même ma fille veut le lire. Eh bien, merci beaucoup pour votre Merci à présence vous. et votre écoute. Merci. Merci aussi d'être Merci, venu Camille. jusqu'à nous, c'était un plaisir. Bah non, c'est génial. Enfin, moi, je parle. On sort pas beaucoup, alors. Moi, j'aime bien, ouais, je vous l'ai dit. Donc voilà. Bah, merci à vous.